Bonjour Nils, bonjour Luc. Du coup, on est là aujourd'hui pour discuter avec Nils Anderson et notamment autour de son dernier ouvrage qui a été publié cette année en 2020, enfin l'année dernière en 2024, qui s'appelle Les guerres annoncées, qui fait suite au premier opus que Nils avait écrit en 2021 qui s'appelait Le capitalisme, c'est la guerre. Et juste pour un peu mettre dans l'ambiance, en fait, je vais lire le quatrième de couverture de cet ouvrage-là, du coup, Les guerres annoncées. Ça dit: il n'y a pas de bon impérialisme, il y a un monde capitaliste qui porte en lui la guerre comme la nuée porte l'orage. Il faut combattre tous les impérialismes, son propre impérialisme en premier. Du coup, je pense que c'était intéressant de commencer un peu par ça, sur la question impérialiste. Surtout de comment ce que représentent ces livres, puisque finalement c'est comme un tome 1 et un tome 2. Et voilà, du coup on est très content de te recevoir aussi comme partie prenante, puisqu'on est partie prenante de ce moment éditorial en ayant accompagné l'édition de ces deux livres. Et donc on est très 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 content de pouvoir à la fois revenir dessus et je pense présenter le mouvement qui nous a fait travailler ensemble à un endroit, je pense, intergénérationnel, mais aussi de camaraderie qui nous est très cher à Terrasse, mais qui aussi, je pense, faut que ça soit connu que ça peut marcher comme ça. Et que je pense que c'est en écho avec tout ce que tu développes dans ce livre-là et toute l'écriture que tu proposes, qui est un truc dont on a besoin. On pense que nous, on a vraiment besoin de ça maintenant. Et on va voir pourquoi en reprenant de la genèse du livre. Mais peut-être, vous voulez faire une petite courte introduction pour les gens qui connaissent pas forcément ton parcours et qui nous paraît intéressant parce que je pense qu'on comprend ces livres encore mieux si on les insère dans la trajectoire de ta vie militante. Et c'est pas pour rien si nous, à Terrasse, ça résonne parce que ça vient d'un de tes premiers engagements politiques qui est l'engagement pour la cause de l'indépendance algérienne, à laquelle tu as pris part de plein de façons à partir de la Suisse où tu es né et où tu es devenu éditeur par la force des choses et ou par la force de la praxis politique, on va dire. Et peut-être qu'on aura un petit point où on pourrait revenir là-dessus parce que je pense que c'est important de montrer comment on peut entrer en édition, entrer en politique, entrer en édition. Et qu'à l'époque de la guerre d'indépendance algérienne, c'était un moment c'était une partie très, très importante de la lutte, de comment on porte les voix des Algériennes et des Algériens, des traîtres, des déserteurs, de ceux qui refusent, de ceux qui condamnent, de ceux qui vont contre, à une époque où c'était très, 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 très minoritaire. Et du coup, toi, depuis la Suisse, en fondant la Cité Éditeur, ta petite maison d'édition, au départ pour publier les livres censurés en France par le gouvernement colonial et français, et du coup qui passent par toi et par la Suisse pour pouvoir être diffusés et que ces livres existent. Et ensuite, tu gardes le rythme et t'édites et tu continueras à éditer après ensuite jusqu'à être expulsé de la Suisse pour cette activité militante comme une autre qui est de produire de la littérature politique. Et aussi en parallèle, tu fais ce que beaucoup de gens ont appris sur le moment de la guerre, en mettant les mains dedans et en étant un endroit de comment on passe des gens, comment on passe des informations, comment on reçoit des gens, comment on accueille des gens, comment on met en lien les générations précédentes de militants politiques communistes, de résistants, d'anciens des brigades internationalistes, et comment on utilise ces réseaux-là pour les mettre en lien avec la nécessité de la guerre, pas guérilla en Suisse, mais en tout cas du soutien à des formes de guérilla différentes qu'ont jalonné la guerre de libération algérienne. Et donc ce qui fait qu'aussi tu es à un endroit de... Nous, ce qu'on aime bien, et que je pense c'est intéressant de voir ça dans notre trajectoire, parce que je pense que ça se lit dans le livre qu'on va présenter, c'est que ça met à un endroit, une intersection entre la théorisation, le devoir de mettre des mots, d'intellectualiser des causes, comme l'a été la lutte contre la torture. On parlait de la gangrène, mettre des mots sur la torture, avec aussi tout un monde intellectuel qui portait ça, qui était peut-être un des seuls mondes qui portait ça, qui était le monde intellectuel français francophone à l'époque, une partie. Et du coup, de faire ce travail-là à l'endroit du livre, de la théorisation, et aussi à l'intersection de
d'une vraie praxis militante qui est pour nous importante. Et je pense que c'est vraiment mettre les mains dedans. Et comment, sur tout le jalon d'une vie, on continue de mettre les mains dedans de plein de façons, en étant alerte au contexte et aux contingences de tout ce que tu as traversé, qui est en fait la fin des années 50 jusqu'à 2024. Ça fait beaucoup de... Bien. Ça fait beaucoup de trucs politiques. Et oui, une dernière chose, et surtout sur ta trajectoire après, du coup, après être expulsé de Suisse, tu rejoins la Suède puis l'Albanie. Tu collabores à l'expérience socialiste en Albanie, à ton endroit. Et puis ensuite, en revenant en France, en repartant, de continuer à être très, très impliqué dans les mouvements anti-guerre, Et toujours, je trouve, et c'est peut-être pour ça l'aboutissement de ce livre, on y arrive enfin, c'est que ça marque comme une somme de cette théorisation, mais pas pour le plaisir de la théorisation, mais pour accompagner les rencontres, accompagner les besoins, et dans un certain sens, peut-être vulgariser, on pourrait dire, tout ce qui est de l'ordre du matérialisme historique, mais qui a besoin de s'actualiser, qui a besoin de se décroter, en tout cas de s'alléger, en tout cas de s'actualiser. Et je trouve qu'il y a beaucoup ça dans le capitalisme, c'est la guerre. Le 1 comme le 2. Et peut-être qu'on peut... peut-être tu peux revenir sur la genèse du tome 1, puisque de toute façon, la genèse du tome 1 explique après, a posteriori, pourquoi il fallait un tome 2. Et qu'en fait, le tome 1 naît de cette volonté de... Nous, ce qui trouvait intéressant, la phrase d'accroche, mais tu vas pouvoir la développer, c'est qu'est-ce qui manque comme bilan historico-politique post-1989 ? Oui, ça, effectivement, c'est d'abord été un sentiment que finalement le passage d'un moment historique à l'autre, ou d'un temps à l'autre, était insuffisamment perçu, compris, ressenti par beaucoup de gens, y compris, je pense, dans la gauche. Il y a maintenant, on est entré dans un moment qu'on peut dire qui est le temps de l'après-guerre froide. Alors, la guerre froide, l'après-guerre froide a commencé avec la chute du mur, bien sûr, le Gorbatchev, l'effondrement du camp socialiste et de l'Union soviétique, comme un temps annoncé de paix. Bush père, comme président des États-Unis, s'est prononcé, on est dans une ère de paix, etc. Fukuyama parle de la fin de l'histoire. Tout le monde pense qu'on va vers une paix éternelle. On voit les mouvements pour les droits de l'homme ou pour les droits sur la guerre se multiplier. Rome, les traités de Rome. Bon. Et en fait, ça ne se passe pas comme ça. C'est la guerre. Depuis 1990, année de changement, du mur, c'est la guerre d'Irak, c'est la guerre du Kosovo et en Bosnie et Yougoslavie, c'est la guerre de Somalie, c'est la guerre, ensuite la seconde guerre d'Irak, celle d'Afghanistan, celle de Libye et Syrie. Dans cette région, la guerre, il n'y a jamais eu un jour sans guerre. Et cette guerre est menée par ceux-là même qui disaient qu'on entrait dans une ère de paix, c'est-à-dire les puissances occidentales, et bien sûr essentiellement comme chef de file les États-Unis. Donc cette période-là, et ce qui est étonnant, c'est que quand survient, on y reviendra après, la guerre en Europe avec le déclenchement avec l'acte impérialiste russe d'entrer en Ukraine, les gens ont l'air de découvrir la guerre.
C'est-à-dire que toutes ces années, avec des souffrances immenses pour les populations de toute la région du Moyen-Orient, et d'ailleurs, parce qu'on peut aussi parler du Congo, du Soudan, enfin, et d'autres lieux, la guerre n'a jamais cessé d'être là, mais on l'a toujours regardée de manière aseptisée, hein, sur des images. Elle était abstraite, c'était pas chez nous, c'était pas nous. Donc on pense à un monde de paix parce que nous on est en paix indépendamment des autres de la guerre. Donc ça c'est un premier constat qui était fait. Ensuite, il faut voir, sortir de cette période-là, que je situe pour fixer une date en 2014, mais j'y reviendrai après. On en sort avec un monde totalement nouveau, totalement différent. C'est-à-dire que le monde occidental est pour la première fois contesté, mais pas contesté par des mouvements simplement mouvements de révolution ou mouvements d'indépendance. Il est contesté sur son terrain, l'économie. C'est-à-dire qu'en face, il ressort de cette période-là un rapport de force nouveau, qui est celui du Sud par rapport au Nord, alors on décrira après, et ça, c'est un changement fondamental. Et il faut bien le comprendre. En 1914, l'Europe, le soleil ne se couche pas sur les empires des puissances européennes, avant 1914. L'Europe sort très affaiblie de 1914, c'est l'émergence des États-Unis qui vont devenir la principale puissance. C'est aussi un peu l'émergence du Japon qui apparaît dans le cénacle des réunions de paix de 1918. Mais c'est déjà, l'après 14, tout le monde en est conscient aujourd'hui, c'est un autre monde. On a changé, on n'est plus au 19e siècle, c'est autre chose. Et puis, il y a la Deuxième Guerre mondiale. Deux guerres interimpérialistes et 2 guerres interimpérialistes entre puissances européennes, hein, à 2 reprises. Et quand on dit mondiales, elles ont été mondiales parce qu'il y avait l'expansion colonialiste qui les a rendues mondiales et les rapports de contradiction capitalistes étaient mondiaux. Mais elles ont d'abord été des guerres sur le sol, et premièrement, à part la Deuxième Guerre mondiale avec le Japon, elles ont été d'abord des guerres sur le sol européen. C'est 1945. L'Europe sort exemple. Hein. Le plan Marshall, c'est une nécessité de remettre en selle. Mais c'est de remettre en selle qui ? D'abord les bourgeoisies, qui se sont complètement corrompues avec le nazisme. Hein. Il s'agit de sauver les bourgeoisies et naturellement l'industrie et tout ça. Donc le plan Marshall sert à ça. Mais surtout l'Europe sert exemple et à partir de là, on peut dire que son influence déclinante va s'accentuer. Elle est accélérée par le mouvement des mouvements de libération. Le mouvement de libération qui joue un rôle très important, et qui remporte, s'il y a beaucoup d'échecs, il y a des victoires. La plus importante, évidemment, c'est du Vietnam, mais après, c'est de l'Algérie en Afrique qui a la plus importante. Et puis, il y a eu libération. Et l'Europe reste, dès ce moment-là, est encore plus affaiblie, et l'impérialisme américain devient l'impérialisme premier, jouant le rôle de ce qu'était l'impérialisme anglais à la fin du 19e siècle, et domine le camp occidental et le camp capitaliste. C'est la confrontation, effectivement, avec le camp socialiste, mais c'est une confrontation qu'il faut bien dire qui est très illégale et beaucoup plus illégale qu'on le croyait. Les rapports de force, en fait, étaient extrêmement défavorables au point de vue développement, au point de vue capacité, au point de vue moyen, au point de vue tout. Mais les moyens militaires étaient peut-être ceux qui étaient les meilleurs rapports de force, mais dans tous les autres domaines, le camp socialiste était en capacité nettement inférieure au camp capitaliste. Donc, très logiquement,
Et pas seulement il y a des raisons idéologiques, il y a des raisons, c'est pas pour rien qu'il y a eu le schisme entre la Chine et l'Union soviétique, du point de vue idéologique, mais fondamentalement, le rapport de force était très inégal, et c'est pas là où il y a des critiques à porter sur pourquoi il y a eu cet échec et cette défaite. Mais alors survient la chute de l'Union soviétique, et on arrive dans un temps d'hégémonie totale. L'Occident est totalement hégémonique, avec les États-Unis en tête. Le temps d'organisation de défense contre l'Union soviétique est finalement atlantique. Le temps devient le fer de lance de l'Occident pour faire la loi et l'ordre sur le monde entier. Tout change de nature et tout ça. Et puis, 25 ans après, c'est l'échec. C'est l'échec. C'est l'échec en Afghanistan, c'est l'échec en Irak, c'est l'échec en Libye, c'est l'échec en Syrie, c'est l'échec partout. Hein. Malgré toute la puissance militaire, la force de ces dont disposait l'écrasante domination économique, politique, militaire, tout de l'Occident, eh bien, il est mis en échec sur tous ces terrains-là, parce qu'il a gagné les guerres et il a perdu. Mais il les a perdus politiquement. Donc c'est une situation nouvelle et qui me semblait pas suffisamment perçue. Et on entrait à ce moment-là, c'est là où je pense qu'on entre dans l'après-guerre froide, et on s'aperçoit effectivement que le bouleversement est beaucoup plus important que celui qu'on pensait. C'est aussi important que l'après 14-18, l'après 39-45 ou l'après chute du mur. Hein, mais avec un rapport de force nouveau. Hein, parce qu'une des choses qui a surgi vraiment, c'est d'abord la Chine. Hein, et le paradoxe, c'est que la Chine a surgi à travers la mondialisation capitaliste. C'est la mondialisation capitaliste qui a fait de la Chine la puissance économique qu'elle est devenue, économique mais aussi militaire maintenant. Et donc, il y a un nouveau rapport de force. Et ce nouveau rapport de force est extrêmement intéressant dans la mesure où c'est la première fois dans l'histoire moderne qu'un pays non européen ou non du Nord revendique le droit, la préséance dans l'économie mondiale. Il la revendique, il ne l'a pas, hein, mais il se met en situation de dire, nous sommes... Khrouchtchev l'avait dit, mais Khrouchtchev l'avait dit, c'est une boutade. Hein, le rapport de force de la Russie avec les États-Unis ou le monde occidental était pas du tout égal. Hein. Il y a des estimations, c'est toujours approximatif. On dit que le rapport entre la Russie et les États-Unis était de 40% à 40% par rapport à celui de la puissance états-unienne. Avec la Chine, aujourd'hui, on dit qu'il est à 70, voire 80%. On change d'échelle. Hein. C'est donc bien la première fois qu'un pays non occidental, non européen et les États-Unis est en mesure de pas pouvoir dire, pas penser à une hégémonie comme le veulent les États-Unis, mais simplement à une égalité de droit et à une revendication de co-gouvernance au moins des affaires du monde. Et ça, ce changement-là est important. Et on ne peut pas l'ignorer. On peut d'autant moins l'ignorer que l'Europe, elle, dans ce contexte-là, pèse plus grand-chose. Hein, pèse plus grand-chose. Et c'est cette chose-là qui m'avait engagé dans ce travail du premier livre, Le capitalisme, c'est la guerre, puisque les événements avaient prouvé que le capitalisme était la guerre, en plus. Mais aussi, il a passé une chose au fil de la rédaction du livre, qu'on allait passer, on allait vers un retour aux guerres dites
toutes les guerres que j'ai citées avant étaient des guerres asymétriques entre des puissances des armées ultra sophistiquées et des armées beaucoup plus très inférieures, mais qu'on revenait à des guerres interétatiques d'un autre niveau. Et il n'y a pas eu de surprise. C'était annoncé. Tous les discours, dans les armées, dans les états-majors, annonçaient des guerres à venir. Alors, la seule chose qui a été l'inconnu et la surprise, c'est que c'était la Russie qui a envahir l'Ukraine. Donc on pensait que ce serait plutôt du côté occidental que les guerres interétatiques pendaient. Non, là il y a eu une inversion, c'est la Russie, ce qui a à un moment donné changé les donnes, désarçonné beaucoup, et mais les guerres interétatiques sont annoncées dès les années 2000. Le réarmement commence, il y a eu une baisse d'armement après la chute du mur, mais dès les années 2000, et avant même, les budgets militaires augmentent, on se prépare à la guerre. On se prépare à la guerre, on est dans cette période-là, avec tous les bouleversements que ça amène, et c'est ce qu'il faut maintenant développer. Pourquoi c'est alors plus la question du deuxième livre, c'est cette confirmation, c'est pour ça que le titre c'est les guerres annoncées, elle l'était, hein, et qui est une surprise. Dans l'opinion publique, c'est ce qu'on soit, hein, la formation, etc. Mais une surprise au niveau des États ou des dirigeants, c'est assez surprenant et hallucinant, alors qu'ils sont dans cette logique et ils étaient inscrits dans cette logique. Oui, d'où le titre, les guerres annoncées. Ce qui est intéressant là, pour finir sur la genèse du livre peut-être, mais c'est réellement ces espèces de sous-titres que tu as amenés. Et en fait, le capitalisme, c'est la guerre. Ça voulait tout dire. C'est déjà un titre qui voulait tout dire. Et nous, je pense, à l'endroit de l'édition, il y avait un truc intéressant à s'emparer de ce titre-là. Et aussi de le présenter comme, ce que tu as dit, c'est écrire l'histoire du capitalisme du réel. Là où l'idéologie dominante nous a abreuvé de le communisme du réel, c'est les pires maux de la Terre et il n'y a que ça à faire comme constat. Et que nous, on a été privés d'une histoire de la décennie ou de plusieurs décennies des années 80-90 où on a eu très peu accès à ce constat du capitalisme du réel. Et que là, les guerres annoncées, pareil, il y a un espèce de sous-titre qui vient pas vulgariser, mais qui vient accompagner cette espèce de grosse analyse bulle géopolitique et qui vient un peu la vulgariser, en tout cas amener des éléments de langage, du vocabulaire comme un système de pensée dans lequel on peut rentrer enfin. Et je trouve que c'est tout l'intérêt des deux livres, de pouvoir plonger dans ce monde géopolitique qui, comme on en parlait juste avant, peut complètement brouiller. Et que là, avec ces deux démarches, parce qu'en fait c'est de donner un avis, mais ce que tu fais, c'est une démarche comme une recherche en action. Et ça peut être intéressant si tu veux nous en parler, une recherche en action de mettre à plat en allant chercher les informations les plus simples, mais aussi les plus accessibles. Et parfois là, on ne va pas les chercher. Et par exemple, tu travailles beaucoup à partir des sources de ce qui peut être considéré comme l'ennemi, ou en tout cas des états-majors des armées, des choses très accessibles finalement quand on cherche un peu, ce qui fait une espèce de recherche en action depuis ton bureau ou des liens que tu peux avoir, mais avec des informations ce que tu as dit, qui finalement, pas tout était là, mais beaucoup de choses sont là sous nos yeux si on a envie de faire ce travail de recherche en action avec un nouveau système de pensée. Et oui, je pense qu'il y a des choses qu'on peut rappeler parce qu'elles appartiennent au processus de cette nouvelle phase, nouveau monde qui est à son début. Hein. Mais il y a là une question très essentielle, puisque la guerre d'Ukraine finalement a marqué les esprits et est un événement majeur qui marque cette nouvelle période de guerre annoncée. Il faut absolument bien comprendre son processus. Hein, son processus. Et son processus, même si certains le contestent, la
la position, et le comportement, l'attitude et les décisions finales, justes ou mal conduites finales, sont le fait de l'élargissement de l'OTAN aux frontières de la Russie. C'est à partir de 1990 un phénomène majeur. Il y a des faits à rappeler. En février 1990, c'est la fin du président de Reagan, et c'est le début de la présidence de Bush père. Hein. Donc, à ce moment-là, c'est très intéressant. En février 1990, on parle toujours de l'accord donné par Baker à Gorbatchev: l'OTAN ne s'élargira pas. Quand il dit ça, Baker le croit. Il ne ment pas. Parce que c'était la ligne de Reagan. C'était pas la ligne de Reagan, la position de Gorbatchev qui était: on veut que la Russie entre dans la maison Europe, c'est-à-dire une Russie capitaliste dans la maison Europe. C'était le slogan et le mot d'ordre et la volonté de Gorbatchev. Kohl en Allemagne était d'accord, Mitterrand en France était d'accord, Thatcher en Angleterre était d'accord, et Reagan était d'accord. Il n'y avait pas d'opposition. Mais l'administration Bush a une position contraire. Elle s'oppose à ça. Baker était le secrétaire d'État, donc ministre des Affaires étrangères, de Reagan. Bush le maintient à son poste. Mais en février, un mois après l'entrée en fonction de Bush père, Baker est en voyage et ne connaît pas la position. Il prend un engagement en se fondant sur la position de l'administration antérieure. Mais ce même mois de février, Reagan contacte les Allemands. On est en train de négocier la réunification de l'Allemagne, et il demande aux négociateurs allemands si un prolongement, un élargissement de l'OTAN à l'est de l'Europe est possible. Et le négociateur allemand dit: si on propose ça, ça capote. Il n'y a pas de réunification de l'Allemagne, jamais Gorbatchev n'acceptera ça. Hein. Et donc, sourdine, on ne dit rien. Et Baker, il a fait ses promesses orales. On dit c'est dommage, une erreur de Gorbatchev de ne pas avoir demandé écrite. Entre les promesses orales et écrites, là c'est très relatif, la frontière, donc je ne pense pas que c'est ça qui est l'essentiel. En octobre de la même année, les accords de réunification de l'Allemagne sont passés. Le 7 octobre, je crois le 7 octobre, 3 jours après, Bush père pose la question à Werner, secrétaire général de l'OTAN: oh, il faut élargir la frontière, élargir l'OTAN à l'Est. Donc c'était une conviction au début, et c'est une conviction qu'ils ont voulu, malgré toutes les réticences, malgré toutes les lignes rouges. Et ça, à la conférence, c'était une constante de machin. Et qui s'explique. Hein. Je crois que quand Khrouchtchev a mis des fusées à Cuba, on était peut-être le moment le plus proche d'une guerre mondiale pendant la guerre froide, parce que pour les États-Unis, avoir des fusées sur une île en face de la Floride, c'était intolérable. En quoi ça devient tolérable pour la Russie d'avoir l'OTAN à ses frontières, alors que le régime n'est plus, l'Union soviétique n'est plus, c'est la Russie, et une Russie qui veut entrer dans l'Europe. Et donc, là, il y a eu débat, mais en Europe même sur cette question, et c'est le camp atlantiste pro-américain qui l'a emporté. Avec un premier résultat, c'est que par cette politique-là, l'Europe, en tant que continent de l'Atlantique à l'Oural, s'est privée de 40% de son territoire. La Russie d'Europe, je ne parle pas de la Russie d'Asie, représente 40% de l'ensemble de l'Europe.
Donc on est réduit, de façon, on s'est affaibli en territoire de 40% de notre superficie. Donc, on a l'engrenage qui va jusqu'à la guerre. Il y a d'autres marques aussi de cette volonté, finalement, une Russie capitaliste dans l'Europe capitaliste. L'Europe est plus forte, obligatoirement. Et c'est un peu ce que les États-Unis ne veulent pas. Hein, ils ne veulent pas. Et donc, dans ce processus-là, il y a un autre exemple. Il y a eu des négociations sur les questions. La situation en Russie était catastrophique. Hein. La moyenne d'âge de la population a baissé 2 ans en 10 ans. La moyenne d'âge d'une population entière qui baisse en 10 ans de 2 ans. La moyenne d'âge, c'est dire la mortalité qu'il y a eu dans ce moment-là en Russie et tous les autres problèmes. Il y a eu des négociations engagées, il y a eu un premier temps avec la Pologne, qui avait aussi une situation très difficile. Et il avait été passé des accords avec les Américains de baisser la dette, de porter une aide, etc. Et il est demandé ensuite, le même négociateur est contacté pour la Russie pour arriver à un accord sur la même chose, et il dit, puisque ça marche en Pologne, faisons la même chose avec la Russie, adoucir la dette, améliorer les relations commerciales et favoriser certaines choses. Il est dans la négociation, le représentant de l'administration des États-Unis dit c'est non. Il dit enfin écoutez, vous ne l'avez même pas transmis. Comment c'est non? Eh bien parce que c'est non de toute façon. Hein? Donc il a voulu une mise à terre de la Russie au-delà de la fin du communisme qui a finalement rejeté une bonne partie de la Russie et qui a créé cette situation en Russie, qui a créé Poutine et qui a créé cette force-là. Donc après la guerre, on peut dire et être assez convaincu qu'elle était mal engagée, mal menée et mal faite. Ça c'est certain. Mais il y avait une logique. Et naturellement, alors ce qui a changé les choses, c'est que, et ça c'est très important politiquement et idéologiquement, c'est que jusque-là, l'agresseur était toujours les États-Unis et l'Occident. Depuis 90, c'était toujours là. Et là, c'est la Russie, toujours qualifiée pas de communiste, mais d'adversaire, et c'était pas du tout la politique voulue au départ. La politique voulue au départ était de s'intégrer dans l'Europe capitaliste comme État capitaliste. Hein. Mais on a par les politiques menées et l'élargissement de l'OTAN et les politiques économiques imposées, on a fait de la Russie, on l'a détaché de l'Europe. Et dans ce détachement, il ne faut pas sous-estimer ce qu'il y a d'eurocentristes et d'occidentalocentristes. Ils sont slaves. Ils ne sont pas, ce ne sont pas des blancs ariens. Hein, ce ne sont pas des blancs. Il ne faut pas sous-estimer ces choses-là. Ça a joué. Et ça, on y reviendra du reste, ça a joué en particulier dans le comportement des populations, des opinions publiques européennes dans le cours de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Et ça, c'est un problème sur lequel on peut revenir. Oui. Bah oui. Mais en tout cas, ce qui est intéressant là-dedans, par exemple, sur l'exemple que tu prends de revenir à 30 ans, 40 ans en arrière pour comprendre cette lente évolution qui paraît sauter aux yeux à certaines et à des endroits, c'est aussi faire ce travail de déceler ce que toi tu appelles dans le livre, ce qui font les nouvelles contradictions. Du coup, utiliser, et toi à titre individuel, c'est aussi utiliser toute l'expérience militante, théorique que tu as depuis, et qui t'a été transmise finalement depuis les années 20, 30, c'est quelque chose qui t'a été transmis et que t'as beaucoup échangé avec aussi un contexte hors Europe, comme tu dis.
avec tes contacts avec l'Algérie, l'Albanie, il y a quelque chose qui fait que toute cette expérience-là fait que aller comprendre ces nouvelles contradictions, ça s'appuie sur avant, mais qu'en fait il est temps de nommer ces nouvelles contradictions. En tout cas dans le livre, c'est intéressant comment tu les nommes, et par exemple tu parles du coup de la contradiction post-89 sur laquelle tu es revenu, la contradiction post-Kaboul, la contradiction post-Covid, en fait tout ces nouvelles contingences propres à ce moment du siècle dans lequel on est, et déjà de les nommer, c'est s'appuyer sur avant pour, tu vois, redonner un vocabulaire comme ça qui rend peut-être plus compréhensible les choses. Oui, je crois qu'il y a une chose qui est importante et évidente, c'est combien le monde occidental est replié et isolé sur lui-même. Il pense lui-même comme la globalité, et que tout le monde pense comme ça. Je signalais la question du côté aussi raciste qu'il pouvait y avoir à l'égard de l'Union soviétique, mais je peux rappeler une fois que quand j'étais en Albanie, un Albanais qui m'a dit « Nous ne serons jamais dans l'Europe parce qu'ils ne nous considèrent pas comme tels. » C'est les Balkans. Hein. On est sur la mer Adriatique. Ouais. Hein. Nous ne serons jamais dans l'Europe parce qu'ils ne nous considèrent pas comme tels. Et ça, c'est une chose qu'il faut absolument percevoir. Et les événements récents l'ont beaucoup accentué. Revenons donc à la question de la guerre russo-ukrainienne. Le 2 poids 2 mesures qui s'est manifesté dans ce moment-là entre l'accueil totalement justifié des réfugiés ukrainiens ou de ceux qui quittaient l'Ukraine, totalement justifié, c'est pas contestable. Mais dans le même temps, on rejetait à la mer 15 Africains et on laissait noyer des centaines d'autres sans que ça pose le moindre problème moral à beaucoup de gens, à la grande majorité des gens. Hein. Ils sont autres, ils ne sont pas les mêmes. Les Ukrainiens, il y a un journaliste palestinien qui a fait une enquête là-dessus, formidable. Oui, il raconte ce qu'on lui dit. Oui, mais ils sont blancs. Oui, mais ils sont catholiques. Oui, ils ont des voitures comme nous. Même un argument qui a été donné pour l'accueil des Ukrainiens en contradiction avec le rejet à la mer des Africains ou des Moyen-Orientaux, des Afghans. Bon, je crois qu'on ne se rend pas compte, même avec des idées progressistes, à quel point on est aliéné par notre condition colonialiste ancienne et blanche de race. On est aliéné. Et là, je pense, Fanon parle beaucoup de la désignation du noir, la désignation du colonisé, mais il y a une désignation du colonisateur à opérer. Hein? Sinon, le monde, parce que dans le monde qu'on est, cette désignation est nécessaire, est obligatoire, parce que le rapport de force n'est plus le même. Le rapport de force n'est pas inversé, mais il n'est plus le même. Et donc, pendant la guerre d'Ukraine, ça a déjà été une chose révélatrice. Ça, c'est les premiers étonnements ont été lorsqu'il y a eu les mesures de sanctions prises contre la Russie par l'Occident et les États-Unis. Dans le monde, des gouvernements qui sont liés même à l'Arabie Saoudite la première, liés à l'Occident totalement, n'ont pas suivi. Hein. Dans un premier temps, Israël n'a pas suivi les mesures de répression contre la Russie dans un premier temps. Donc, dès qu'on sortait de l'Occident euro-atlantique, il y avait des réticences même au niveau gouvernemental. Mais au niveau des populations, beaucoup plus encore au niveau des populations, c'est évident. Hein. Donc, c'était une première. Alors, les gouvernements l'ont compris, mais dans les opinions publiques européennes, c'était moins ressenti. Par contre, alors
aujourd'hui, avec la question palestinienne, alors là, la coupure devient totale. Hein. La coupure devient totale parce qu'effectivement, il y a des gens qui résistent en Europe, il y a des oppositions, mais les gouvernements et la grande majorité des populations est inerte. Hein. Elle ne proteste pas contre un génocide. Le premier génocide du XXIe siècle et un nouveau génocide après celui de la Shoah, après celui des Indiens, après celui des aborigènes, qui sont un génocide commis par des Blancs européens ou occidentaux. Hein. Et là, on laisse faire ce génocide, à part les forces qui se mobilisent et avec quelle opposition et contre quelle opposition, l'ensemble de l'opinion publique au contraire, elle se montre anti-arabe et pro-génocide. Hein. Donc c'est une coupure avec le reste du monde, parce que là, alors, sur cette question-là, dans le Sud, il y a eu la question de la Palestine, ça leur rappelle tout le passé colonial, tout ce qui a été, qu'ils ont vécu pour certains. Hein. Donc on est en train de creuser le fossé, alors qu'il se crée un nouveau rapport de force avec les opinions publiques, et même avec des États qui sont, des gouvernements qui sont dans la logique capitaliste de l'économie. Donc là, on fait une irresponsabilité, et il y a vraiment un travail à faire pour que les larges opinions publiques européennes comprennent en quoi elles sont isolées, je dis bien isolées. Voyons une chose très simple, la population de l'Europe, des États-Unis, du Canada, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, qui sont là où il y a des pouvoirs, c'est 17% de la population mondiale. Ils sont 83%. Alors, ils ne sont pas 83% unis, etc., mais le rapport de force est là. Et le nombre compte beaucoup. C'est pas seulement la puissance militaire, c'est pas seulement la puissance économique, c'est pas seulement la puissance financière. Donc, ayons conscience que finalement, le génocide de Gaza ne soit pas le génocide de trop par les Occidentaux. Ça fait le lien, du coup, ce que tu viens de dire, je pense que ça fait le lien dans aussi l'évolution dans le livre, les différentes parties que tu abordes. Donc tu parles l'économie de guerre, tu as une partie sur toute l'économie de guerre, tu as une partie sur l'OTAN, et peut-être que là c'est vraiment en écho avec ce que tu viens de dire sur la Palestine et sur cette incapacité à lire géopolitiquement en dehors des cadres hérités du colonialisme, de la pensée raciste, de la suprématie blanche et / capitaliste. Et tu écris autour de ce qui est appelé l'agenda OTAN 2030. Tu écris: il n'y a pas d'alliance militaire sans ennemi, et l'agenda 2030 désigne comme ennemi la Russie et le terrorisme. Et il y a une grande partie dans le livre où tu évoques aussi, au moment où c'est écrit, c'est vraiment juste après le 7 octobre et après le début de la guerre génocidaire, et tu reviens sur cette figure de terrorisme qui finalement est aussi qui peut être lu en politique intérieure, qui peut être lu en sociologie, qui peut être lu en sciences politiques de plein de façons, mais je trouve que l'amener aussi dans le champ de la géopolitique comme ça, c'est aussi, tu vois, accompagner une espèce de nouveau vocabulaire que tu mets en place et qui permet de rendre plus clair, effectivement, ce que tu viens de dire sur dans quel cadre de pensée c'est encore, puisque la figure du terrorisme, ça sert la guerre, ça sert la machine de guerre aussi. Oui, on pourra prendre le temps, mais voyez, la question du terrorisme, effectivement, est essentielle. Je pense qu'il faut toujours appeler les choses par leur nom. Oui, l'agression de la Russie contre l'Ukraine est une agression impérialiste. J'ai expliqué des causes initiales qui peuvent en être la raison, mais c'est une agression impérialiste. C'est clair, ça c'est pas contestable.
le génocide, parce que c'est génocide, au sens des... Vous pouvez aller... il n'y a pas besoin de tergiverser, il faut aller simplement aux conventions de Genève, c'est la définition du génocide, elle est là, elle est remplie, on ne veut pas les citer ici. À l'origine, ce qui a donné la justification et l'explication, c'est l'attaque des Palestiniens contre un kibbutz en Israël. C'est un acte terroriste, oui. Là aussi, il faut appeler les choses, c'est un acte terroriste, sans discussion. Alors là, se pose la question du terrorisme. Et le terrorisme aujourd'hui est utilisé par l'Occident de manière outrancière, par les interdictions qui procèdent d'organisations et d'associations. Le terrorisme est effectivement l'arme des faibles. L'arme des faibles. L'Algérie a pratiqué, les Algériens, le FLN, a pratiqué des actions terroristes. Il les a pratiquées d'abord en réponse à des actions terroristes faites par les Européens. Le premier attentat terroriste est celui de la rue de Thèbes, fait par des Européens contre les Algériens. Et ensuite, il y a un engrenage. Mais surtout, le terrorisme est l'arme quand on n'a pas une armée régulière. Et tout mouvement de libération, quand il commence, la résistance française, la première, n'avait pas d'armée régulière. Moi, j'ai découvert le terrorisme, j'étais en Suisse, par l'incendie du village de Saint-Gingolph, qui était brûlé par les Allemands parce qu'il y avait eu des résistants qui avaient tué, qui avaient fait un émission. Et j'étais en Suisse, pas très loin, et j'entendais toujours, oui, c'est la faute des maquisards. Et s'ils n'étaient pas intervenus, le village n'aurait pas été brûlé. Oui, l'engrenage, c'est ça. Mais les maquisards défendaient la cause juste, et ils la défendaient avec leurs moyens. Hein? Et les conséquences ont été celles-ci. Bon, mais c'est la même chose. C'est la fameuse phrase de Larbi Belmidi, quand il est arrêté par l'armée française, et qui dit, les Français lui disent, vous n'avez pas honte de faire passer les armes dans des couffins ou des bombes dans des couffins, et il dit, donnez-moi vos avions et je vous donne mes couffins. Hein. C'est une lutte inégale. Les Palestiniens sont dans cette lutte inégale, ô combien inégale. Hein. Eh bien, ils utilisent l'arme du terrorisme, oui, parce qu'il n'y en a pas d'autres. Hein, pas d'autres. Alors, le problème, c'est qu'il existe en anglais 220 significations du terrorisme différentes juridiquement. Donc là, on est dans le brouillard, un brouillard juridique. Mais concrètement, qu'est-ce que demande pour ne pas être qualifié terroriste? C'est d'agir en costume militaire, avec des grades et l'arme à la main. Hein? Bon, si vous êtes dans une situation de guerre civile, de guerre de libération, et que vous êtes caché dans vos cachettes et que vous sortez comme les Palestiniens ou les Algériens et autres, vous n'allez pas sortir avec un costume militaire, des galons et votre arme à la main. C'est un moyen de guerre. C'est pas un moyen de guerre moderne, c'est un moyen de guerre qui existe depuis l'Antiquité. Hein. Donc, oui, il y a actes terroristes, mais il répond à des actes terroristes qui ont été démultipliés par l'Israël depuis... On va pas les énumérer. Hein. Donc, n'ayons pas peur du terme d'acte terroriste, mais comprenons à quel moment de la guerre il correspond, avec aux rapports de force militaire auxquels il correspond, et à l'étape de la lutte dans laquelle un peuple est. Alors, voilà. Je crois qu'il faut, là, il faut parler clairement. Et il n'y a pas, la guerre, c'est l'horreur. Hein. Il faut pas jouer. Je pense que aussi, il faut l'affirmer très fort. La guerre, c'est l'abomination.
La guerre, c'est une multiplication d'horreurs. Mais l'horreur de l'intervention palestinienne n'est pas à l'égal de l'horreur du génocide. Hein. Donc, encore une fois, le rapport de force et les conséquences ne sont pas les mêmes. Donc, c'est une arme, c'est un moyen, à un stade de rapport de force entre des gens qui veulent se libérer. La même chose depuis la Résistance française et depuis la haute antiquité. Peut-être on peut, avant de oui, il y avait l'OTAN aussi. Il y avait l'OTAN et... Oui. Alors l'OTAN, je crois que il faut bien dire que là aussi, l'Europe, c'est une haute signification. Il y a eu une première OTAN, celle dirigée contre l'Union soviétique, qui était une OTAN euro-atlantique. Effectivement, contre le bloc soviétique et contre l'Est, comme on l'appelait alors. Bon. Il y a une deuxième OTAN, c'est celle après la chute du mur, qui a été, comme je l'ai dit, le fer de lance de la domination occidentale, hein, qui se voulait quelque chose qui couvrait le monde entier. Hein. La prétention de l'OTAN à couvrir le monde entier était affirmée par plusieurs hauts représentants américains et européens. L'OTAN a servi en Irak, a servi en Afghanistan. Il n'y avait plus de frontières à l'intervention de l'OTAN. Ça, c'est la deuxième phase. Et il y a on est entré maintenant dans une troisième phase, à la suite de l'échec, parce que les opérations de l'OTAN se soldent par éventuellement des succès militaires, mais par des échecs politiques, à une OTAN avec l'OTAN 2030, dont on parle moins maintenant parce que les choses changent beaucoup, mais le plan est quand même celui-ci, c'est un retour de l'OTAN euro-atlantique, mais je dirais même euro-européenne. Hein. C'est-à-dire que les Américains, de plus en plus, disent c'est pas notre sujet. L'OTAN européenne doit défendre l'Europe et assurer le capitalisme occidental aux frontières de la Russie et de la Méditerranée, et c'est sa zone d'intervention. Nous, c'est depuis la décision d'Obama de l'administration Obama, de transférer l'axe d'intervention des États-Unis non plus euro-atlantique, mais pacifique, avec la question de la Chine, et l'axe est maintenant transmis dans la zone Asie-Pacifique. Alors, l'Europe aujourd'hui, et c'est la politique américaine, déjà avec Bush, mais que certainement Trump va accentuer, à l'Europe d'avoir sa force, d'assurer sa sécurité. Et les fameux 2%, c'est ça. Et il faut bien dire que on va donner raison à Trump, les dépenses militaires américaines sont 2,5 fois supérieures aux dépenses des 30 autres pays de l'OTAN. Hein? Alors quand il dit payez votre défense avec les 2%, c'est un cynique calcul capitaliste, mais qui correspond à quelque chose. Et donc maintenant, ça va devenir à l'Europe de se défendre elle-même, hein, avec des États-Unis en retrait, parce que leur priorité, c'est la zone Pacifique. C'est la zone Pacifique. Et c'est pour ça qu'ils cherchent. Il y a eu pendant la guerre froide l'OTAS, qui était l'OTAN asiatique. Ils sont en train de la recréer. Il y a la Nouvelle-Zélande et Australie, bien sûr, le Japon, la Corée du Sud, les Philippines, qui sont les régions principales pour réorganiser cet OTAN. Mais les États-Unis, leur priorité, Trump pour plus que Bush, ce sera la Chine. Et donc, à l'Europe, mais contre quel adversaire? Est-ce qu'on pense une seconde que l'Union soviétique va envahir l'Europe? Elle n'a pas pu envahir l'Ukraine. Par contre, si on joue avec ça, l'Union soviétique a le moyen de détruire beaucoup de choses en Europe. Beaucoup, mais pas de l'occuper. Mais ils ont les moyens militaires de détruire beaucoup. Et nous, on pourra détruire un peu en Russie, mais pas sur toute l'étendue de la Russie. Parce que justement, les 40% qu'on a perdus,
Dans une guerre, les armes comptent, mais la superficie et les territoires comptent aussi, et les hommes comptent aussi. Donc là, je crois qu'il faut bien comprendre, il ne faut pas se fanatiser sur l'OTAN, parce qu'il y a une autre politique à mener en Europe que celle de faire de la Russie l'ennemi qui risque d'occuper l'Europe. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Mais par contre, si les choses venaient à dégénérer, effectivement, les risques de destruction en Europe causés par la Russie, qui pourraient être aussi très importants en Russie, mais en Europe même, seraient très importants. Parce que les armements, de ce côté-là, ils ont les moyens militaires pour une telle intervention. On est à 55 minutes. Ça. Super, non mais c'est intéressant, je pense, parce que justement ça ouvre, peut-être, et ça nous amène à le temps va vite, mais ça nous amène à une pré-conclusion, mais ça ouvre la porte, j'ai l'impression, ce que tu dis, à ce qu'il y a dans la troisième partie de ton livre que tu nommes la tricontinentale, que tu as déjà abordé, mais c'est vrai que voir ce paysage en train de se faire, c'est aussi quel regard et finalement ça reprend un peu tout ce que tu as dit pendant l'heure là, c'est comment déplacer le regard sur l'ailleurs que tu as nommé avec le mot de les Suds, que dans ta partie la tricontinentale, encore une fois par ta démarche tu re-ancres dans une analyse historique mais aussi très matérialiste de qu'est-ce qu'était la tricontinentale, qu'est-ce qu'était Bandung, qu'est-ce que ça, c'est pas isolé, c'est un fait historique qui peut pas être isolé, qui de toute façon allait avoir et a eu et a des conséquences sur l'état des rapports de domination dans le monde maintenant. Et peut-être que ça, si tu veux revenir vite sur cette partie, et que ça permet après effectivement d'amener la conclusion, mais peut-être on reviendra sur... Bien sûr, cette question-là, qui est la question effectivement... la contradiction principale qui surdétermine toutes les autres, c'est celle États-Unis-Chine. Mais il est apparu, dans le cadre de cette contradiction, il est apparu celle qui opposait ce qu'on appelle aujourd'hui le global nord et le global sud. Alors certains disent que ça n'existe pas, d'autres disent qu'ils sont de toute façon disparates. Oui, effectivement. Mais le problème, c'est qu'il y a une continuité. Il y a une profonde continuité là-dedans. Après sortir de la Deuxième Guerre mondiale, se déclenche les moments de libération nationale. Et une des premières manifestations fortes est la conférence de Bandung, qui est essentiellement asiatique, parce que les mouvements de libération, dans l'après 1945, ont été surtout très forts, en Indonésie, en Birmanie, en Inde, etc., dans l'Asie. Et quand la conférence de Bandung est convoquée, elle est convoquée par les États asiatiques essentiellement. C'est-à-dire, c'est l'Inde, c'est Ceylan, c'est l'Indonésie. La Chine s'y joint, mais elle n'est pas une puissance. Donc, ce sont l'Inde, l'Indonésie et à l'époque ne sont pas des États socialistes, c'est pas des États révolutionnaires. C'est seulement des pays qui ont eu, qui sont en train de se libérer ou qui veulent se libérer ou qui sont libérés du colonialisme. Mais ce n'est pas le socialisme leur revendication, c'est l'indépendance nationale. Et Bandung jouera un rôle très important, il se matérialisera à l'ONU par le groupe des 77, qui a fait admettre des lois très importantes, y compris la reconnaissance du droit à l'autodétermination, la condamnation de la colonisation, etc. Et puis, il y a la tricontinentale qui symbolise, alors là, une vue beaucoup plus radicale des mouvements de l'indépendance nationale, et qui sont quand même l'événement majeur de la deuxième moitié du XXe siècle, du mouvement de libération nationale, avec lequel, malheureusement, on peut dire que les liens solidarité, les liens militants et les liens révolutionnaires avec les mouvements étaient, pour les Européens, extrêmement faibles. Hein. Mais donc, cette zone des tempêtes, c'est ainsi qu'on l'appelait, commençait à devenir un danger pour le menace capitaliste. Et là, très rapidement, ils ont engagé la répression. Et c'est
c'est la répression des mouvements, on l'a vu en Amérique latine, en Afrique, etc. C'est les éliminations, on élimine Lumumba, on élimine Allende, on élimine Ben Barka, on élimine Cabral, on élimine Mondlane, on élimine beaucoup de gens, et tous ceux qui étaient porteurs de ça. Et la répression est effective. Et le tournant, où effectivement les mouvements de libération de la zone des tempêtes va s'affaiblir fortement, c'est le coup d'État en Indonésie. Là où on renverse le gouvernement de Suharto, de Sukarno, le gouvernement de Sukarno, et qui était dans la zone pacifique, qui jouait un rôle énorme dans le sens qui n'était pas socialiste, mais favorable avec de bons rapports avec la Chine et le reste. Et donc, ça, c'est le moment de renversement et d'affaiblissement, et d'un affaiblissement des mouvements de libération de la zone des tempêtes qui va être très appuyé. Et essentiellement par l'émergence de la Chine, ce mouvement renaît au début du XXe siècle. Alors dans un contexte totalement différent, le Global Sud est capitaliste comme le Global Nord. Mais justement, c'est une contradiction inter-impérialiste capitaliste entre le Global Sud et le Global Nord. La Chine fonctionne dans le Global Sud comme État capitaliste. Et ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais c'est une contradiction majeure parce que pour la première fois, aujourd'hui, les États du Sud, qui disent Global Sud, au contraire de ceux qui étaient ceux des 77 par exemple à l'ONU, qui quémandaient des meilleurs rapports économiques, des meilleures relations économiques, plus équitables entre le Nord et le Sud, on n'en est plus là. Ils demandent la co-gouvernance. Ils demandent le droit à ce que les pouvoirs de fonctionnement du système capitaliste dans le monde, ils soient acteurs au même titre que le Sud. Et ça, c'est une contradiction majeure. Et le problème, c'est que c'est toujours les pays descendants qui sont les plus porteurs de guerre pour ne pas perdre leur hégémonie ou pas perdre leur suprématie. Hein? Donc c'est là où il y a un problème aujourd'hui. Alors, le Global Sud n'est pas du tout unifié. Hein? Effectivement, entre l'Arabie Saoudite et même l'Iran, il y a beaucoup de choses. Entre la Chine et l'Afrique du Sud, ça n'est pas les mêmes régimes. Mais ils sont dans une inspiration dont le moteur est se sortir de la domination occidentale, qui est en particulier marquée par celle du dollar. C'est le dollar qui peut décider demain du bien-aller d'une économie ou d'une autre, selon qu'il monte, qu'il descend, les effets sur la dette et la soumission au Fonds monétaire international et à la Banque mondiale. Donc, tous ces pays le savent. Et aussi, c'est les mesures prises à l'encontre de la Russie, des mesures de répression prises à l'encontre de la Russie, dans tout le Sud, on s'est dit, oui, mais enfin, demain, on peut être victime de ces répressions. Donc, ce sont les ciments de ce Global Sud contre le Global Nord. Confrontation capitaliste. C'est là où la situation d'aujourd'hui a cette particularité, c'est que ce n'est pas entre le bien et le mal, c'est pas entre un progrès et une négation. Et cette contradiction va être fortement accentuée par l'avenue de Trump et de ses acolytes, qui tendent par leur politique à radicaliser cette confrontation. Et là, c'est peut-être une des zones d'inquiétude qu'on peut avoir sur l'évolution à venir, hein, et aussi ce Thatcher x10 qui représente le libertarianisme dans les idéologies qui tendent à prévaloir actuellement. Hein. Et encore une fois, le centre, le Global Sud n'a pas intérêt
à la confrontation aujourd'hui, en fait. Il a intérêt à se renforcer, à se développer. Le Global Nord est dans la position qu'il veut encore maintenir et affirmer sa domination, alors que les rapports de force ne sont plus les mêmes, et que s'il y a conflit, ce sera un conflit majeur, dont effectivement la situation du monde sera bouleversée, mais ce sera aussi la fin pour la crise écologique. Elle s'accomplirait certainement par les effets de la guerre et des moyens utilisés. Bah, on revient. Ce qui est bien, c'est que pour finir, on revient au titre de ce qui fait finalement ce travail de tes deux livres, le capitalisme, c'est la guerre. Mais et c'est intéressant, bah, juste pour conclure, et c'est les mots de conclusion, mais les pistes que tu lances, ce qui est intéressant, et nous en tant qu'éditeur, je pense qu'on avait besoin de le redire. Tu écris à la fin du deuxième livre une préface d'un troisième tome que tu n'écriras pas. Et je trouve que comme endroit de transmission, après 2 tomes, qui sont une vraie transmission, puisque c'est vraiment faire la somme de tout ce que tu as pu traverser, mais de tout ce que tu as pu analyser, mais comme d'autres l'ont fait, faire cette somme, la transmettre, et puis finalement donner des pistes, comme tu viens de le faire là à la fin, et que dans cette grosse préface, il y a, donc peut-être c'est aussi une invitation à choper le livre et à lire ça, parce que ça reprend un peu les pistes que tu donnes là, qui sont peut-être, enfin, qui sont pas forcément très optimistes, mais c'est pas, bon, finalement on n'a pas besoin d'optimisme, on a besoin de, nous en tout cas à l'endroit de l'édition et de t'avoir accompagné là-dedans, c'est pas l'optimisme qui nous a porté, c'est plutôt cette espèce de confiance dans un endroit de transmission et de continuité dans un parcours militant comme le tien, mais qui à chaque fois se fait avec la transmission, qu'on peut faire humainement, qu'on peut faire dans des collectifs, mais qui marche aussi dans le livre. Voilà, Oui, du coup c'était... Oui, effectivement, ça peut paraître pas optimiste, mais je crois profondément, et c'est peut-être dans les pires situations que naissent les réactions, celles des peuples, celles des citoyens, celles de ça. Et le problème, c'est qu'il faut surmonter le battage informatique et médiatique de l'opinion publique, qui est actuellement irresponsable. On parle de la guerre comme s'il s'agissait comme en 14-18, en chantant avec le fleur au fusil. Non, la guerre c'est abominable, il faut tout faire pour l'éviter. Et il faut donc accepter de faire le compromis avec le Sud. Il faut faire des compromis. Il faut accepter les Arabes, il faut accepter les Chinois, il faut accepter les Africains. Si on continue à avoir une attitude arrogante, de prétention et de supériorité, on renforce les risques de guerre. Nous sommes obligés, la co-gouvernance du monde et la fin, et c'est peut-être ça la situation d'aujourd'hui. C'est la question, ce n'est pas la fin. Les États-Unis restent la principale puissance et de très loin. Mais jamais le rapport de force n'a été aussi moins inégal qu'il n'a été. Et la tendance est irréversible vers le renforcement du Global Sud par rapport au Global Nord. Et ça, c'est une tendance irréversible. Et donc, il faut l'accepter, il faut le comprendre, l'accepter. Et le problème d'y voir que des ennemis et des adversaires et du terrorisme, c'est cette fausse angoisse qui est répandue. Il n'y a pas des thèses qui sont répandues sont mentionnées. On doit vivre ensemble. On doit vivre ensemble parce que les rapports de force sont là et les moyens de destruction et de tuerie sont là si on n'accepte pas. Donc ça, c'est une chose... il y a vraiment une inversion de pensée à faire en Europe sur la façon dont on juge les autres et le reste du monde. Et avec ça, on peut conduire. Il faut aller vers des compromis. On n'est plus dans le temps où il suffisait, quand quelqu'un bougeait, de l'écraser. Oui,
Aujourd'hui, le Niger et le Burkina Faso disent à la France, alors qu'ils sont 189e et 114e pays dans le classement de l'UNESCO sur leur capacité moyenne de vivre, ils sont 190e, et bien ils peuvent dire à la France, vous retirez, elle se retire. C'était chose impossible il y a 20 ans. Et bien, tout ce qu'on constate dans le rapport Nord-Sud était impossible il y a 20 ans. Hein? Si l'Union soviétique n'a pas, jusqu'à maintenant, cédé sous la pression des mesures répressives très fortes qui ont été prises contre elle, c'est parce qu'elle a pu trouver l'écoulement de ces matières dans d'autres pays et dans d'autres zones, qu'elle a trouvé le système chinois qui a remplacé le système SWIFT pour ces paiements internationaux, qu'elle a trouvé les moyens il y a 30 ans, ce n'aurait pas été possible. Aujourd'hui, c'est possible. Et dans 20 ans, ce sera encore très différent. Donc, comprenons profondément que dans quel monde on est, dans quelle vie on est, et de là, je pense peut surgir, parce que les thèses libertarianistes et lesquelles c'est le capitalisme accompli, c'est l'impasse. Hein. Il faut revenir au collectif, il faut revenir à penser ensemble, il faut revenir à des sociétés qui soient collectives, parce que l'individualisme forcené, qui est la grande victoire, la victoire du capitalisme avec la chute de l'Union soviétique, c'est qu'ils ont fait de l'individualisme un dynamisme absolu. Mais il devient encore plus absolu avec le libertarianisme. Eh bien, c'est en même temps sa mort. Et donc, je suis sûr que ça va... je ne suis pas pessimiste là-dessus. Je suis sûr que ça va créer des réactions et des forces où, quand, comment, c'est imprévisible. Mais c'est les hasards c'est les surprises de l'histoire, et elles sont souvent heureuses.